Bonsoir à tous et bienvenue dans La Famille en question. Heureux comme un lundi. L'expression fait sourire, même si elle évoque une vision assez pessimiste, mais néanmoins répandue du travail. Il faut dire que le sens même du mot travail n'a rien d'heureux. Il vient du latin tripalium, qui désigne un instrument de torture à trois pieux. Parfois stressant ou décevant, le travail est pourtant source d'autonomie financière et favorise l'épanouissement personnel. Preuve en est, à contrario, le chômage, la perte d'un emploi est souvent une épreuve dramatique pour celui touché. Pour l'Église, l'homme, par son travail, participe à l'œuvre de Dieu. S'épanouir au travail, c'est donc possible, mais comment y arriver? Alors pour en parler, nous recevons ce soir Nicolas Bergerot. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fondé l'Atelier des Chefs, un atelier de cours de cuisine. On vous verra dans le reportage de cette émission dans un instant. Face à vous se trouve Yannick Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez un parcours complètement atypique, polytechnicien, cadre dans l'industrie chimique. Vous avez ensuite dirigé une école d'ingénieur, fait du conseil en management avant de devenir prêtre en 1999. Et vous êtes l'auteur du livre Être heureux au travail qui est paru aux presses de la Renaissance. C'est une réédition. À vos côtés, enfin, se trouve Benoît David, qui nous apporte régulièrement ses conseils avisés sur ce plateau. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes consultant en communication et sur le comportement et vous venez de publier, on est en plein dans le sujet, C'est à vous, conseils pour vivre heureux. C'est aux éditions du Jubilé et vous nous apporterez quelques conseils justement pour trouver ce bonheur au travail en fin d'émission. Alors, avant de vous entendre tous les trois sur ce sujet, je vous propose d'aller faire un tour à l'Atelier des Chefs chez vous, Nicolas. Tout le monde s'y sent bien, vos salariés mais aussi vos clients. C'est ce qu'a pu constater sur place Hélène Marronnet. Regardez. Ce sont plus de 200 personnes qui viennent ici tous les jours pour prendre un cours de cuisine. Pourtant, malgré ce rythme effréné, tous les employés de l'Atelier des Chefs, patrons y compris, gardent le sourire et leur bonne humeur. Nous sommes donc allés leur demander leurs recettes pour être heureux au travail. Est-ce que je suis un dirigeant heureux? Oui, très heureux. Très heureux parce que je travaille tous les jours dans un environnement qui est ma passion, la cuisine, avec un business qui marche bien. Donc ça fait toujours plaisir de voir les affaires qui prospèrent. Et avec surtout une équipe de gens qui sont tous passionnés. Ils travaillent beaucoup, il y a une intensité de travail énorme. Et en même temps, on sent qu'il y a toujours la même envie, la même passion, la même petite flamme qui est là tous les jours, matin, midi, après-midi et soir. Et ça, ça se voit un peu dans les yeux, quoi. Ce qui me procure la joie, du bonheur de venir travailler tous les matins, c'est de voir le sourire des gens, tout simplement. C'est de voir le sourire des gens, de voir qu'ils sont contents, de voir qu'ils ont réussi leur recette sans problème, sans se couper les doigts. C'est plein de choses comme ça qui me donnent vraiment envie de venir tous les matins travailler et qui me motivent à fond tous les matins et où je suis boosté tous les matins. Considérer son métier comme une passion est un gage de bonheur. Mais tout le monde n'a pas cette chance. D'après certains sondages, ce seraient les relations avec leurs collègues qui, en premier, rendraient les Français heureux au travail. Moi, ce qui compte vraiment pour les entreprises, c'est pas forcément l'argent. Bien sûr, il faut quand même en avoir pour manger, mais c'est vraiment surtout le contact humain, l'ambiance de travail qui ici est assez agréable, voire même très agréable. J'ai rarement eu une ambiance de travail comme ça. On a tous eu une moyenne d'âge similaire, à peu près une trentaine d'années. On s'entend tous très bien, on est très soudés, donc c'est vraiment ça qui est très agréable le matin de venir travailler. On sait qu'on a trouvé une équipe dans laquelle on est bien avec et on s'entend très bien et où le travail avance très facilement et très sereinement. Le bien-être, il passe encore une fois par cette relation humaine qui doit être forte. On a des horaires de travail durs, on est dans le milieu de la restauration, même si on s'en défend, même si on ne fait pas de la restauration pure. Les gens qui viennent ici viennent le matin, à midi, l'après-midi, le soir. Donc on a des horaires très importants. On a une pression physique et commerciale très importante. Donc il faut qu'à tout moment, la relation humaine compense, je dirais, la difficulté, la dureté physique du travail. Je pense que c'est la raison pour laquelle je reste ici et je reste toujours motivé par le boulot. C'est l'ambiance qui règne ici, l'ambiance de travail. Et c'est l'ambiance humaine qui me fait rester et travailler dans cette entreprise. Chaque matin, quand je viens ici, ça va faire un peu bateau et un peu classique, mais j'ai pas l'impression de venir au travail. C'est-à-dire qu'il y a une telle ambiance entre les chefs, entre les managers, que c'est vrai qu'on a quand même une intensité dans le travail et un certain rythme, mais il y a vraiment une super bonne ambiance. À l'Atelier des Chefs, on se dit donc heureux grâce à la bonne ambiance qui règne. Mais Xavier a d'autres exigences qui contribuent à son bonheur ici. Et ces exigences concernent directement ses patrons. En fait, j'attends d'eux, et c'est ce qui les caractérise, je pense, le plus.
c'est qu'ils me donnent un maximum de liberté et de flexibilité dans mon travail. Je pense qu'ils ont bien compris qu'avec les personnes qu'ils embauchaient, c'est des personnes qui géraient leur unité comme des patrons, et donc ils souhaitaient avoir le moins de pression de leur part, avoir un maximum d'idées et un maximum de validation par rapport à ces idées, et qu'on avance ensemble très rapidement. Être autonome, avoir des responsabilités, ce sont encore d'autres ingrédients pour se sentir épanoui dans sa vie professionnelle. Cela n'est toutefois possible que par une volonté affichée du dirigeant de laisser à ses employés de l'indépendance et de l'autonomie. Si Xavier a trouvé auprès de Nicolas cette liberté attendue, c'est aussi parce que Nicolas a décidé d'être à l'écoute de ses salariés. Ce qu'il faut, c'est qu'à tout moment, qui que ce soit à l'atelier des chefs ait le sentiment que s'il a une question, s'il a un problème, s'il a une suggestion, il puisse la présenter et qu'ensuite, il ait le sentiment qu'il ait été entendu, écouté et qu'il y a quelque chose qui va changer à la suite de ça. À partir de là, à partir du moment où l'ambiance de travail dans laquelle on est, parce qu'on est quand même dans un milieu plutôt convivial, où on reçoit des clients, des gens qui ont le sourire et tout, c'est plutôt agréable, si les collaborateurs sentent qu'il y a une vraie écoute, sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, je pense qu'on a les bons ingrédients, en tout cas, pour que le bonheur soit aussi présent que possible. Et si Nicolas est toujours présent pour ses employés, cela provient aussi de ses convictions religieuses. Mon éducation et ma pratique de chrétien font que peut-être dans la relation humaine, dans le respect d'autrui, il y a peut-être un petit quelque chose de plus. Ce qui ne veut pas dire que c'est nécessaire mais pas suffisant. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que c'est comme ça, mais peut-être que ça apporte effectivement une dimension plus humaine dans la relation de tous les jours. Encore une fois, quand on travaille beaucoup, il faut encore plus soigner cette relation au quotidien. Et donc, oui, le fait d'être chrétien et de respecter autrui avant tout joue certainement. À l'atelier des chefs, chacun semble plus que satisfait du poste qu'il occupe. Pourtant, la situation en entreprise n'est pas toujours aussi idyllique. Une rémunération insuffisante, des perspectives d'évolution trop lointaines, des relations conflictuelles avec la hiérarchie viennent principalement expliquer les frustrations des salariés français. Mais le bien-être et l'épanouissement des salariés sont des facteurs de plus en plus importants pour l'efficacité même de l'entreprise. Une entreprise est une aventure humaine. Il est donc important de miser sur une bonne alchimie entre bien-être et travail. Alors Nicolas, on vient de le voir dans ce reportage, finalement les choses ont l'air assez sereines, presque idylliques. Malgré tout, quelle place aujourd'hui a le travail dans votre vie? Parce que vous êtes quand même très occupé, vous avez une activité qui se développe. Est-ce que vous arrivez à équilibrer vie professionnelle et vie familiale? Ou comment vous faites en tout cas? En temps, c'est certainement difficile. En temps, c'est difficile parce que les journées sont longues, que je passe beaucoup de temps effectivement dans les ateliers et puis à essayer d'en ouvrir d'autres. Maintenant, j'ai la chance d'avoir quand même une famille, une grande famille, puisque j'ai une femme et 4 enfants. Ça prend du temps alors. Tous très heureux, tous qui m'apportent la deuxième partie de l'équilibre, c'est-à-dire que être très heureux en travaillant repose sur le fait qu'également on est très heureux en famille et réciproquement. Le travail ne peut pas combler non, en soi. Certainement pas, et au contraire, je dirais qu'encore une fois, l'un et l'autre se répondent et qu'on ne va heureux au travail que parce qu'on sait que ça se passe bien à la maison, entre guillemets, et on ne rentre heureux à la maison que parce qu'on a passé une bonne journée de travail, quoi. Donc tout est parfaitement lié, quoi, finalement. Alors le bonheur, vous le définissez comment? Vous avez beaucoup évoqué dans le sujet les relations humaines, l'importance du respect d'autrui. S'il y avait une hiérarchie, qu'est-ce qui vient en premier pour vous? C'est cette relation humaine en permanence. Je veux dire, on est dans un métier où on donne du bonheur aux gens, parce qu'on leur apprend à faire la cuisine. Et ça, rien que ça, comme on doit se nourrir 3 fois par jour, de toute façon, autant que ce soit un plaisir plutôt qu'une corvée. Donc je dirais que le fond est plutôt bon. À partir de là, les gens ont l'air heureux de venir, et à nous d'être les miroirs de ce plaisir. Et les miroirs de ce plaisir, c'est parce que, entre nous, ça se passe bien. Et je crois que ce soit Xavier ou Alex, ils le disaient de manière assez claire, c'est parce qu'on s'entend tous bien qu'on transmet ce plaisir aux gens, et c'est parce que les gens voient qu'on est heureux, qu'eux-mêmes sont heureux, et comme ils sont heureux, ça nous rend heureux, et on est dans un cercle vertueux total. Alors, votre activité a démarré il y a 2 ans et demi, aujourd'hui vous avez 26 salariés, donc c'est une entreprise qui marche bien, qui se développe. Est-ce que l'exaltation du début, vous avez monté cette entreprise avec votre frère, est-ce que c'est la même chose alors que vous êtes aujourd'hui vraiment dans une logique de business, de développement commercial? Est-ce que ça parasite pas un petit peu le côté humain, du lien entre
les personnes? Il y a évidemment plusieurs phases. Je dirais qu'il y a la phase d'inconscience totale, c'est celle au moment où on se lance. On était, mon frère et moi, tous les deux salariés dans des grosses entreprises, et puis tout d'un coup, on a tout lâché. On avait femme et enfants, on a tout lâché pour se lancer. Et là, de toute façon, c'est l'inconscience qui prime. Et donc, je dirais qu'on ne se pose même pas de questions, on est sur un petit nuage, et tant mieux, parce que si on se pose des questions, on ne le ferait pas. Bon. Vous en posez quand même? On s'en pose, oui, évidemment. C'est-à-dire qu'on fait un business plan, on regarde les chiffres, on se dit, j'espère que ça va être comme ça, mais de toute façon, personne ne peut dire si ça va être comme ça. Donc, il y a un moment où il faut se lancer. Bon, et là, on est totalement inconscient, et il y a cette période qui dure 6 mois, 1 an après la création, qui est totalement euphorique, parce que de toute façon, on est conscient de rien. C'est-à-dire qu'on fonce, on ne se pose pas de questions en avance. Bon. Et puis après, il y a effectivement ce choix à faire où on dit, je veux continuer à grossir, et continuer à grossir, c'est vrai que c'est accroître les responsabilités, c'est augmenter le nombre des collaborateurs, et donc, c'est comme dans une famille où il y a plein d'enfants, il faut donner autant d'attention à chaque enfant. Dans une société où il y a plein de collaborateurs, ils demandent tous la même attention. Donc, on augmente la pression, et puis en même temps, c'est vrai que le pendant de ça, c'est la satisfaction de voir un business augmenter, de voir que petit à petit, on construit quelque chose, que brique après brique, l'édifice est de plus en plus important, que tous les jours, la satisfaction des clients est toujours là, d'abord à Paris, puis après à Bordeaux, puis après à Lyon, puis maintenant on commence à travailler à l'international. Voilà, donc... la dimension humaine, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus importante. Parfois un peu lourde, parce que c'est vrai que il faut être, donc, comme je le disais tout à l'heure, présent, mais en même temps, c'est de plus en plus riche au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de monde dans la société. Quoi. Alors, vous êtes chrétien, vous le disiez dans le reportage. Quelles sont finalement les valeurs qui vous guident et celles aussi que vous souhaitez transmettre à vos salariés, qui sont un petit peu l'étiquette de l'atelier des chefs? C'est le respect de l'autre. Ça commence évidemment par le client. Il y a des gens qui viennent chez nous pour passer un bon moment, accessoirement pour y dépenser un peu d'argent, ça s'appelle notre chiffre d'affaires. Mais donc ces gens-là, bien entendu, on doit les accueillir avec tout le respect qui leur est dû. Et je dirais qu'à partir de là, l'état d'esprit étant ce qu'il est avec les clients, il s'instaure de la même façon entre les gens, et que tous les collaborateurs, alors l'atelier des chefs, on est plein de petits pôles, dans chaque atelier il y a 5 ou 6 personnes, et puis au siège il y a 5 ou 6 personnes, et je veux que dans chaque atelier il y ait une très forte ambiance, une très forte unité entre les gens sur place, et puis qu'il y ait énormément de communication entre les différentes unités pour que toutes les bonnes idées soient partagées, que les problèmes soient évoqués et qu'on les résolve, et donc le respect de chacun, quel que soit son niveau dans la société. Ça, je veux dire, ça n'a strictement rien à voir. Le respect de chacun, le respect des idées, le respect des contradictions. Ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, bien entendu. Ça ne veut pas dire tout accepter, bien entendu. Mais ça veut dire, en tout cas, écouter, se répondre, se poser les bonnes questions et se parler les uns les autres. Vous avez été salarié dans des grands groupes pour débuter votre carrière. Aujourd'hui, vous êtes patron. Finalement, il faut être patron pour être heureux ? Non, parce que j'ai été également heureux salarié. C'est vrai qu'il y a une excitation supérieure à partir du moment où on crée son entreprise. Il y a aussi une pression largement supérieure, donc là encore, il y a toujours, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, de toute façon. Mais j'ai été très heureux dans mes jobs de salarié, surtout que j'ai eu l'occasion de pas mal voyager, d'être expatrié. Et je dirais que jamais j'aurais pu être ici, patron de l'atelier des chefs aujourd'hui, si j'avais pas eu cette expérience d'avant. Et le frère avec lequel je suis associé, qui lui avait toujours eu envie de créer une entreprise, c'est un autre profil. Lui, il avait envie dès le début de monter sa boîte. Mais moi, j'avais besoin de ce parcours initiatique aussi pour progresser dans ma connaissance professionnelle, dans le management de 1, puis 2, puis 3, puis un peu plus de personnes, avant de me sentir capable de le faire à mon compte. Merci Nicolas Bergerot. Je me tourne vers vous, Yannick Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que l'homme est fait pour travailler ? Moi, je crois que l'homme est fait pour travailler, parce que s'il ne travaille pas, il ne se découvre pas et il ne grandit pas. Moi, je crois que les loisirs ne donnent pas de sens à la vie et ne permettent pas à l'homme de se trouver. Or, je pense que dans le bonheur, il y a le fait de s'être trouvé, de connaître ses qualités, également ses limites, et de pouvoir grandir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une vision souvent très noire, très sombre du monde du travail ? Écoutez, là, je vais mettre tout de suite un bémol, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait une émission avec une radio, ils avaient fait un micro-trottoir, et on s'est aperçu, ce qui ne m'étonne pas tellement, qu'il y avait beaucoup plus de gens qu'on ne le dit, qui aiment le travail, qui sont passionnés par leur travail, ou au moins assidus, contents de travailler, etc. Moi, j'ai entendu des tas de gens qui disaient comment ça va comme un lundi, puis qu'au moment de la retraite, déprimés, etc. Vous avez quand même 9 Français sur 10 qui veulent être fonctionnaires, donc c'est assez révélateur. 9 Français sur 10 veulent être fonctionnaires. Encore, moi, je me méfie énormément de ce genre de sondage. Je ne suis pas sûr du tout. Dans le micro-trottoir, il y avait quelqu'un qui nous disait
qu'elle était une immigrée, qu'elle avait bossé dur quand elle était rentrée dans le pays, qu'elle avait donné ce goût du travail à ses enfants, que ses enfants, eux, avaient fait des études et réussi beaucoup plus haut. Moi, je crois qu'on a donné du travail une idée négative et que ce n'est pas aussi naturel qu'on le dit à l'homme d'avoir une idée négative du travail. Moi, je ne crois pas du tout. Alors, qu'est-ce qui a donné cette vision négative et que faire pour inverser cette tendance? Écoutez, je crois que déjà à l'école, on a souvent des profs qui sont venus à l'enseignement par défaut et non pas par vocation. Hein, et eux-mêmes, s'ils font la gueule, je ne vois pas comment ils pourraient donner le goût du travail aux gens. Hein. Moi, mes élèves à l'école de chimie de Lyon, ils me disaient ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de vous voir arriver le matin, vous avez toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Bon, je crois que c'est très important de donner le goût du travail. Alors évidemment, si les parents eux-mêmes se saluent le lundi matin en disant comment ça va comme un lundi, les enfants... Moi, j'ai connu un agent de maîtrise qui m'a dit j'ai mis 10 ans à me remettre d'avoir vu mes parents au petit déjeuner du lundi matin se saluer comme ça. Et il m'a dit, j'ai découvert que le travail, c'était pas du tout, d'ailleurs, ce qu'il disait ou feignait de dire, parce que je me méfie encore de, si vous voulez, de cette espèce d'ambiance négative, morose, qui recouvre pas toujours même la réalité de ce que pensent réellement les gens. Ils auraient presque honte de dire qu'ils sont heureux au travail. Alors, qu'est-ce qui favorise ce bonheur, ce bien-être au travail? Vous avez écrit ce livre, Être heureux au travail. C'est quoi, peut-être, si on pouvait donner quelques conseils pratiques pour les gens qui nous regardent? D'abord, tout faire pour être soi-même dans le travail, c'est-à-dire ne pas choisir n'importe quel travail. Vous voyez. Les gens disent on ne choisit pas son travail, mais moi je dis on peut toujours choisir son travail, on peut toujours cesser de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez. Seulement, il y a beaucoup de gens... On a toujours la possibilité de choisir, d'être bien et d'améliorer son bien-être. On a toujours la possibilité de se bouger. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de ne jamais se bouger et après ça, ils pleurent. Moi, ça me gonfle. Honnêtement, je ne comprends pas. Est-ce que le bonheur, il peut s'adapter, enfin, il est transposable à tout type de travail? Si vous faites un travail à la chaîne, difficile de dire qu'on puisse vraiment s'y épanouir? Là encore, je me demande si c'est pas encore discutable. D'abord parce que est-ce qu'au travail à la chaîne, on n'a pas des suggestions à faire? Moi, je vois au moment des cercles de qualité, au moment de la mode des cercles de qualité, on s'est aperçu qu'à la chaîne, il y avait des tas de gens qui avaient des idées et que ces idées faisaient progresser la qualité de la production, la productivité, etc. Non, moi, je pense on a été marqué horriblement à la fois par le taylorisme, le marxisme, par toutes sortes d'idéologies négatives et le libéralisme aujourd'hui, et je crois qu'il faut revenir au réel. Le réel, c'est que le travail, c'est bon pour l'homme. Quelle est la vision chrétienne du monde du travail? La vision chrétienne, c'est que c'est un bien ardu, dit saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire c'est un bien, mais c'est un bien qui demande qu'on investisse dedans. Et comme tout investissement, il y a une part d'exigence forte. Et je crois que si on n'investit pas lourd dans le travail vous le rend jamais. Hein. Et c'est vrai dès l'école. Hein. Il y a des gosses qui ne veulent pas s'investir dans le travail. Hein. Ils veulent faire toujours ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ben non, je crois que c'est pas la réalité, ça. Après, ça passe par l'éducation, on en revient à la base. Ah oui, tout à fait. Moi, je crois que la clé, c'est toujours l'éducation. Hein. Quand on regarde votre parcours, vous avez eu plusieurs vies. Est-ce qu'il faut passer par plusieurs étapes? Vous avez été dans l'industrie, vous avez fait de la recherche, vous avez monté une boîte de conseil et management, et puis vous êtes devenu prêtre. Alors, est-ce qu'il faut avoir plusieurs vies pour être heureux dans son travail? Pas forcément. Vous avez des gens qui vont faire le même genre si vous voulez, le même genre d'activité toute leur vie et qui vont pas cesser de grandir. Vous voyez, dans les compagnons du devoir, par exemple, que j'ai beaucoup fréquenté à un moment, vous avez des gens qui sont restés dans le même métier. C'est chaudronnier, mais ils ont atteint un niveau de perfection. Après ça, ils transmettent. La joie de transmettre, c'est quelque chose de formidable. Moi, j'ai l'aîné de mes petits-fils, il est pâtissier. Il est fan de la pâtisserie. Hein. Il fait son boulot avec un amour formidable, il le fait bien. Hein. Il pense déjà à 28 ans, plus tard je transmettrai, plus tard je formerai des gens. Là, il a déjà un apprenti, il est heureux comme tout. Donc, moi, je crois que quand on aime, quand on a compris que le travail est important, et ça je reconnais que c'est lié à l'éducation, aussi bien à l'école qu'aux parents, et que même à l'ambiance générale. Ouais, on nous gonfle avec les loisirs depuis 30 ans, les loisirs n'ont jamais donné un sens à la vie. On en a tous besoin de loisirs. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. On en a besoin pour se détendre. Mais ce n'est pas les loisirs qui donnent un sens à la vie. Le travail, oui.
Mais il faut se dire qu'on est dans un monde où la technologie change beaucoup. Ça me paraît assez logique de penser, je le dis en tout cas aux jeunes que je rencontre, qu'on sera obligé de s'adapter. Vous voyez, pas forcément de changer radicalement de boulot, mais à l'intérieur même d'un boulot, de changer de technique. Regardez ce qui est devenu le boulot d'une secrétaire par rapport à il y a 30 ans. C'est plus le même. Moi, je crois que c'est... Merci Père Bonnet. D'ailleurs, je précise au passage que vous êtes amateur de cuisine, c'est l'une de vos multiples casquettes. Donc Nicolas, vous allez peut-être avoir un nouvel adepte à l'atelier des chefs. Voilà, pour les dernières minutes de cette émission, Benoît David, c'est à vous. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celui qui peut-être n'est pas heureux dans son travail? D'abord, moi, il y a une chose qui est formidable chez tous les deux, c'est que quand ils parlent du travail, ils sont enthousiastes. Et en fait, vous dites que vous ne voyez pas ça tous les jours? Mais je trouve que c'est ce qu'on devrait dire. Vous avez eu raison à mes yeux, Père, de dire que le travail est quelque chose de fantastique. Les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est les gens qui n'en ont pas. C'est les gens qui n'en ont pas. En fait, dans le fond, l'idée du travail, prenons simplement le jardinier. Donc qui sort du cadre de la fonction que vous avez occupée, de celle que vous avez occupée, de celle que vous occupez aujourd'hui. Le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève de bonne heure. Il est obligé de travailler la terre. Il est obligé d'arroser. Parfois, il prend de l'eau. Parfois, il prend du soleil. Le but, c'est que derrière, il y a un résultat. Et en fait, dans le fond, le plus difficile dans la vie, c'est d'avoir cette exigence de soi qui concourt à investir, s'engager personnellement. Vous l'avez très bien dit, vous avez dit ça me gonfle. Ben oui, l'idée c'est de voir comment les gens pouvoir se servir de leur propre qualité pour pouvoir être heureux et dispenser cet épanouissement personnel, ce rayonnement personnel chez celles et ceux qui l'accompagnent, et notamment dans le management. Il y a un des points importants, et vous l'avez très bien dit, c'est que l'idée que représente le patron est phénoménale dans l'épanouissement du travail. Ça veut dire que le patron ou l'instituteur qui arrive le matin, qui est enthousiaste, qui est heureux, qui est fier de faire ce qu'il fait, sans parler, il va déjà témoigner. Et le but des discours, ça n'est pas de dire qu'il faut faire ceci ou cela, simplement de montrer cette exigence personnelle et qui montre que les gens sont heureux. Et dans le fond, c'est comme pour un prêtre. Quand un prêtre fait la gueule, il n'attire pas les gens dans une église. Est-ce qu'on est clair? C'est aussi simple. Et donc dans le management et dans la conduite des hommes, pour que les gens soient heureux au travail, il faut d'abord que celui qui fait ce travail trouve lui-même de l'épanouissement à ce travail. Alors c'est vrai, on est dans un paradoxe aujourd'hui. D'un côté, vous avez parlé des loisirs, et c'est vrai que c'est très très difficile, parce que les loisirs coûtent de plus en plus cher. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un doit travailler, globalement, il doit travailler beaucoup plus pour s'offrir des loisirs, je dirais à niveau égal, il y a 30 ans. Donc on est dans une société qui est très dangereuse de ce point de vue-là. Il faut aimer travailler pour pouvoir se payer ses loisirs, et ces loisirs coûtant de plus en plus cher. Ce qu'il faut, c'est mettre en avant l'idée qu'on n'a rien sans le travail. Et dans le fond, c'est vrai, moi je pense que vous avez raison, c'est vrai, on devrait réanoblir l'idée du travail comme réanoblir l'idée de la vente. Faire en sorte que vendre, c'est quelque chose de fantastique, procurer un travail, c'est quelque chose de merveilleux, faire un travail avec un résultat concret montre aux gens qu'ils sont épanouis, et quelque part, cette exigence de soi, c'est une absurdité incongrue. Moi je dis c'est une phrase de con que de commencer le matin et de dire comme un lundi. Ou la phrase de con qui consiste à dire comme un vendredi. Il faut oser dire ça. Et je trouve que c'est scandaleux. Il n'y a pas de vendredi ou de lundi. Il y a l'amour qu'on a pour faire quelque chose, et on va se donner à fond pour le faire. Et a priori, et c'est pour cette raison que si un jour nous faisons une émission sur la pression, on est dans une ère de pression, et en fait la pression n'a aucun sens. Il faut un stress. Vous et moi, nous avons un stress pour faire cette émission. Il y a du stress, mais on sait derrière que si elle a été préparée, et rien ne se fait sans l'idée de la préparation. Autrement dit, le seul conseil, moi, que je pourrais donner au regard de ce que vous avez dit, c'est d'abord se réjouir de commencer sa journée et d'être heureux d'aller travailler. De voir comment, en travaillant bien et en exigeant de soi, on peut faire en sorte de délivrer d'autres possibilités de travail à des gens qui n'en ont plus. Et de lâcher cette idée qui consiste à dire que travailler, c'est quelque chose de difficile. Pas du tout. C'est un bien-être. Et quoi qu'on fasse, il suffit d'interroger les gens qui travaillent et d'interroger les gens qui ne travaillent pas. Et c'est une très grande souffrance. Et je crois que plus on va travailler, plus dans l'exigence, plus prendre conscience de cette qualité d'exigence, plus on atteindra le professionnalisme qui est nécessaire et qui fait justement la richesse d'une nation. Et c'est un des points formidables à mes yeux. Donc de garder cette idée d'enthousiasme au cœur du travail et de la relation. Et puis aussi d'aimer les gens, mais ça on y reviendra. Dans une prochaine émission. Merci Benoît, on vous retrouve très bientôt. Alors quelques contacts et conseils pratiques avant de terminer cette émission. Le site internet de l'Atelier des Chefs dont nous avons parlé ce soir, il figure sur le bas de vos écrans, www.atelierdeschefs.com. Vous pourrez y trouver tous les renseignements pratiques. Il n'y a pas de S à atelier.
me précise Nicolas. Donc les cours, les horaires, les recettes possibles, etc. Allez-y. Ça vaut le détour. Et puis quelques livres également et documents. Heureux au travail, c'est possible de Vanessa Génin qui est paru aux éditions Pratt. Enfin, je vous recommande la lecture de l'encyclique de Jean-Paul II, Laborem Exercens, qui se réfère justement au texte de la Genèse. Alors vous pouvez le consulter sur le site de l'Église de France à l'adresse www.cef.fr. Un dernier mot, un appel à témoins pour un prochain thème sur la préparation au mariage. Nous cherchons le témoignage d'un couple qui se prépare à célébrer son mariage. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Bonsoir.